Ouais, ouais. Ah, si tu Voilà, l'as. là, ouais, j'ai commencé Ah oui, oui, l'enregistrement. ok. Ok, donc bonjour à tous. Et donc nous allons aujourd'hui discuter pendant, je dirais, environ 1 heure et demie de questions liées à l'intelligence artificielle, particulièrement les aspects, on va dire, ouverts, la longévité et les recherches qui y sont liées. Et donc, ce que je propose pour le début de cette réunion, c'est que chaque personne qui a des idées dans ce domaine, des idées spécifiques, et c'est-à-dire et qui est francophone, c'est-à-dire Fabien, Vincent, Rajan et Marc, chacun passe, je dirais, le temps qu'il souhaite, mais aux environs de 5 minutes, pour, pour d'abord se présenter brièvement, ensuite dire ce qu'ils ont déjà comme choses qu'ils savent par rapport à ces questions-là, et ensuite dire qu'est-ce qu'il serait envisageable. Et peut-être pour rappel, je vais remettre dans le une application qui s'appelle Longevity GPT et qui fonctionne déjà pour faciliter certaines recherches, mais on va dire que ce n'est pas encore quelque chose d'extrêmement avancé par rapport à la recherche spécifique pour la longévité. Mhm. Voilà. Et donc, je propose à Fabien d'être le premier intervenant, si cela est possible pour toi, Fabien. Et je propose aussi, donc, si vous avez quelques slides, c'est parfait. Si vous n'avez pas de slides, c'est parfait aussi. Mais alors, montrez-vous. Voilà, Fabien. Mm. Bonsoir. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, le Oui, son. oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord me présenter et je vais présenter après un slide. J'ai une page en ligne que je partagerai avec tout le monde dans le chat qui peut être utilisée éventuellement après pour référence pour ceux qui veulent explorer. Donc, je m'appelle Fabien Benetou. Je suis prototypeur. Ça veut dire que je suis presque un vrai développeur. Je fais presque des vrais logiciels. Mais je dois avouer ne pas avoir le courage de vouloir me lancer dans de la maintenance à long terme et des choses comme ça. Et donc, je le fais parce que ça me permet en gros de bidouiller un petit peu tous les jours dans tous les sens et en particulier avec des technologies émergentes. Mon focus en ce moment, depuis 5 ans déjà, ça n'est pas l'intelligence artificielle, mais la réalité virtuelle et augmentée. Ce qui est un peu ironique, puisque en fait, avant la réalité virtuelle, justement, je travaillais et j'ai étudié l'informatique et j'ai étudié aussi l'intelligence artificielle. Et j'ai commencé à réfléchir et même à travailler sur du génératif. Donc, en gros, le thème le plus à la mode, hein, j'ai envie de dire, en ce moment. Mhm. J'ai dit, mais j'ai pas. Je trouve que la question en soi est intéressante, c'est-à-dire est-ce qu'une machine peut être créative, est-ce qu'on peut utiliser sa créativité dans tout type de tâches. Et évidemment, moi, en tant que prototypeur à l'époque, c'était pour pouvoir faire plus de prototypes. Pas forcément des meilleurs prototypes, mais en gros, de par la quantité, on espère aussi que la qualité ira de pair. Et voilà, je pense que j'ai abandonné parce que je pense que ça reste une question difficile. Je pense que ça reste une question intéressante, mais que même à l'heure actuelle, ça n'est pas résolu. Et donc voilà, je me concentre en ce moment sur la réalité virtuelle pour vous aussi donner un peu mon background. Je le fais principalement au Parlement européen. Donc je suis basé à Bruxelles, en Belgique. Et je le fais là pour le Parlement depuis 4 ans environ. À raison de 3 jours par semaine, histoire de pouvoir aussi faire des choses un peu folles le reste de la semaine. Donc voilà, c'est ça un petit peu mon intérêt. Pour la réalité virtuelle en particulier, c'est simplement pour gérer mes notes. C'est-à-dire que j'ai des notes un peu dans tous les sens, Hmm. que ça soit des notes sur des langues,
que ce soit des notes sur l'intelligence artificielle, que ce soit des notes sur l'informatique, l'électronique, les différents outils, les événements auxquels j'ai participé, la dernière fois que je suis allé faire un footing ou du roller, etc. Donc vraiment dans tous les sens. Et donc j'ai voulu organiser ces notes-là. Alors je vais essayer d'enlever justement le fond que j'ai derrière moi pour montrer mon vrai, voilà. Vous pouvez voir un petit peu mon bureau. Et derrière, vous pouvez voir, j'espère, un rouleau avec des posters dedans. Donc j'ai des posters sur énormément de sujets. Et malheureusement, ils sont cachés un petit peu dans le rouleau. Et ce que j'espère, c'est pouvoir les dérouler et les mettre dans mon bureau. Malheureusement, mon bureau fait allez, 4 mètres carrés ou un peu plus que ça, mais pas beaucoup plus. Et donc j'aimerais bien avoir un bureau de 400 ou 4000 mètres carrés pour mettre tous ces posters partout. Alors, je n'ai pas ça, je n'ai pas ces moyens. En plus, si je les avais, si jamais je partais en voyage demain, je ne pourrais pas les emmener avec moi. Alors que si je prends ceci, un petit casque de réalité virtuelle. Quand je dis petit, c'est parce que maintenant ça coûte quelques centaines d'euros à peine. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un le pique dans mon sac à dos, ça ne me dérange pas trop, ça m'embête, mais pas tant que ça. Et donc de pouvoir organiser mes notes voilà, dans l'espace de façon virtuelle sans avoir un espace énorme. Là, j'ai un espace à peu près infini. Donc voilà, ma motivation derrière ce travail en prototypage pour tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Euh, Ensuite, pourquoi je suis quand même content de parler du sujet, c'est parce que je pense que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, reste un sujet fascinant et malheureusement, je veux dire, avec beaucoup d'abus en ce moment, simplement le buzz. Donc, il y a énormément de sommes d'argent derrière, mais qu'en soi, ça reste quand même, au fond, si on cherche ce que veut dire. Bon, moi, j'interprète l'intelligence artificielle comme l'état de l'art de la recherche en informatique. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose de fluide. Ça n'est pas la même chose en 2023 et en 2000 et en 1950, quand ça n'avait pas encore de nom. Mais donc, ça n'est pas comment dire, ça n'est pas un chatbot, ça n'est pas une projection de ce qu'est être humain mis dans une machine ou ce genre de choses. C'est l'état de l'art de l'informatique. Donc voilà, c'est ma définition entre guillemets. C'est ce qui me permet au quotidien de ne pas être non plus submergé de nouvelles. Alors, je vais partager maintenant mon écran pour faire office de slide. Et ça va être une simple page. Voilà, donc dites-moi s'il vous plaît quand vous voyez mon écran. Oui, on le voit. Merci beaucoup. On le voit. Donc ça fait partie de mon wiki, c'est-à-dire que c'est une page publique que je vais mettre dans le chat après. Et je vois aussi, c'est marrant de vous le présenter parce que je regarde en même temps. Donc j'ai commencé ce wiki en 2009 ou un petit peu avant. Et donc j'ai créé cette page en fin 2022 et je l'ai beaucoup mise à jour ici. Donc je secoue ma souris pour vous montrer, mais on a une timeline tout en haut, une frise qui montre les différentes éditions de la page. Et le but de cette page, c'est de dire oui, on entend parler des intelligences artificielles tous les jours, mais qu'est-ce que moi, sur mon ordinateur qui trône dans mon bureau, je peux faire avec et sans être connecté à Internet. Donc là, le but en fait de cette page, en anglais malheureusement, mais c'est de dire j'ai envie d'avoir de l'intelligence artificielle sans demander à personne ce que je peux ou ne peux pas faire. Et donc des solutions open source et des solutions que je peux héberger sur ma machine. Donc pas non plus des choses qui demandent donc j'ai une machine assez puissante puisque c'est mon travail, mais ça n'est pas non plus une machine à, allez, 1 million d'euros. Une machine qui doit coûter 3 000 euros, 4 000 euros peut-être. Donc cher, mais pas non plus quelque chose d'hors de prix. Et donc j'ai listé simplement les différentes solutions que j'ai testées au fur et à mesure des années, puisqu'en réalité, par exemple, les premières solutions comme OpenCV, j'ai fait un prototype ici en 2011. Donc ça fait quand même voilà, plus de 10 ans. Et des choses classiques de reconnaissance de caractère, celles que j'ai fait où j'ai bidouillé moi-même et d'autres que j'ai simplement utilisées ou fait tourner sur ma machine. Donc bon, sans rentrer dans le détail, on peut au moins voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de solutions qui sont open source, qui tournent sur une machine, j'ai envie de dire, lambda, que presque tout le monde peut avoir chez soi. C'est simplement une machine de personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui permet d'avoir une grosse carte graphique, qui permet quand même de faire des calculs, bon, pas que pour les jeux vidéo, mais aussi ce qui en général passe bien pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc voilà, c'était ça un petit peu ma problématique et ce que je suggère en gros un peu à tout le monde, c'est
euh, être curieux sur tout ce qui est intelligence artificielle, que ce soit pour la longévité ou d'autres domaines, mais sans pour autant abandonner le contrôle. Parce que malheureusement, on a des exemples très excitants qui, j'ai envie de dire, sont souvent du marketing quand même, mais sans avoir le contrôle et sans comprendre ce qu'il y a derrière. Si on a en fait des choses très peut-être puissantes, mais qui sont des boîtes noires, je pense que ça crée une dépendance à la fois intellectuelle et au final qui devient de pouvoir finalement, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, qui est simplement trop dangereuse. Et à mes yeux, être capable d'ouvrir la boîte, tout simplement, ça ne veut pas dire qu'on est capable de comprendre, ça demande beaucoup d'efforts, surtout si c'est de l'état de l'art. Mais on peut quand même avoir un certain degré d'abstraction où voilà, je ne suis pas capable de comprendre dans le détail comment physiquement marche mon micro-ondes, mais je vois à peu près comment il fonctionne, je vois à peu près le résultat et aussi les limites. Et en pouvant ouvrir ces boîtes noires, jouer avec directement sur un ordinateur, je pense que c'est un petit peu mon point de vue sur le sujet, c'est-à-dire être capable de jouer avec directement et ne pas simplement avoir une API, une façon de commander, entre guillemets, une intelligence artificielle aussi, entre guillemets, à distance, pour avoir un résultat potentiellement intéressant, mais sur lequel on n'a aucun contrôle et donc dont on crée potentiellement une dépendance, à mes yeux, trop risquée. Voilà. Mhm. Je, je te remercie, Fabien, pour ce petit exposé qui me semblait clair. Ce que je propose aussi comme règle du jeu, j'ai oublié de dire cela, c'est chacun fait ses 5 minutes à peu près, mais si possible en ne dépassant pas trop. Et après, il y a un premier tour où chaque intervenant peut poser une question, exprimer une divergence, une convergence aux autres. Et puis après, on fait le débat plus général. Et donc, maintenant, je propose de donner la parole à Vincent. Ok. Alors, de mon côté, alors, donc de mon côté, je suis essentiellement un enthousiaste au niveau tout ce qui est transhumaniste, immortalisme, life extension, etc. Et tous les sujets connexes, en fait, qui sont pertinents pour pouvoir arriver à développer tout ça. Donc, fatalement, l'intelligence artificielle m'intéresse énormément. Donc, euh, j'ai été dans les membres fondateurs de Hills, donc j'ai participé à la chose avec Didier, Sven, etc. J'ai aussi travaillé pendant un certain temps avec ce qui était à l'époque le Singularity Institute, qui est maintenant le Machine Intelligence Research Institute, donc tout ce qui est les gens qui sont plus du côté singularitarien, etc. Donc, ma perspective est que tout ce qui est intelligence artificielle, en fait, est probablement la technologie la plus importante qui va pouvoir être développée dans les années qui viennent, voire même historiquement parlant, et que arriver à la développer correctement est donc la chose la plus importante que l'on doit résoudre. C'est vraiment, en fait, potentiellement le point d'achoppement de notre civilisation. À partir de là, j'ai plutôt tendance moi-même à être plus pessimiste par rapport aux conséquences de l'intelligence artificielle et de la façon dont on est en train de développer le domaine. Tout particulièrement parce que il y a de, il y a un très fort, en fait, impetus au niveau économique, en fait, pour développer la chose de manière aussi rapide que possible parce que, évidemment, ça va faire une énorme différence, hein. Je veux dire, la première personne qui pourra vraiment, enfin, la première compagnie qui va vraiment pouvoir capturer la chose pourra remplacer une bonne partie, en fait, de tout ce qui est main-d'œuvre au niveau, au minimum intellectuel. Donc, mais à partir de là, en fait, je résume très mal ma position. La meilleure manière dont je pourrais le dire, en fait, c'est
En tant que transhumaniste, en tant que personne qui est très enthousiaste pour les technologies, effectivement, par exemple, quand je vois ce que Fabien me montre, toutes les méthodes que je pourrais faire tourner sur mon propre ordinateur, toutes les choses que je pourrais mettre en place pour un peu jouer, pour un peu arriver à travailler avec l'intelligence artificielle et voir comment le modèle fonctionne, arriver à lui faire faire des choses qui aura encore été, il n'y a pas si longtemps que ça, complètement inimaginable. Effectivement, ça me donne envie. Je me dis, voilà, je pourrais arriver à, je sais pas, par exemple, peut-être même commencer à essayer de créer une copie de moi-même sur un substrat informatique, essayer de communiquer avec moi-même, voir est-ce que ça me représente vraiment, est-ce que ce serait déjà une méthode qui pourrait aller vers le fait de pouvoir commencer à avoir un côté uploading de la conscience humaine, des choses comme ça. Et en même temps, en ayant vu ce que certaines personnes disent de la chose, et ce sont des personnes que je respecte beaucoup et dont l'argument et le processus de raisonnement me semblent complètement intelligent, rationnel et pertinent, je suis très inquiet par rapport au fait que, je veux dire, il y a deux problèmes différents par rapport à l'intelligence artificielle à l'heure actuelle qui sont, premièrement, la capture au niveau économique par de grosses compagnies, le fait que on pourrait se retrouver avec un monopole, je ne sais pas, que ce soit OpenAI qui est soutenu par Microsoft ou quoi que ce soit d'autre, ou si Google, par exemple, revient dans la course et tout à coup développe un modèle qui enfin finirait par être fonctionnel. Mais ce sont vraiment des problèmes à court terme. Le véritable problème à plus long terme, en fait, c'est de savoir vers où ça nous mène en tant qu'espèce, en tant que, en tant qu'être humain qui sommes juste une manière de penser, une intelligence, parmi tant d'autres qui pourraient être fonctionnelles. Est-ce qu'on va développer quelque chose, en fait, qui va sur certains points dépasser complètement nos capacités intellectuelles et qui, ce faisant, si cette chose n'a pas les mêmes objectifs que nous, ne, même ne se rend, enfin, même si c'est à 90% aligné avec nos objectifs, mais qu'il y a toujours 10% qui restent qui sont différents, à quel point est-ce que ça pourrait complètement, en fait, diminuer nos possibilités dans l'avenir d'être quoi que ce soit d'autre, par exemple, qu'un zoo ou qu'une relique du passé, voire même complètement être éliminé. Enfin voilà. C'est principalement le genre de choses qui me préoccupent. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup plus de temps. Je pense que ce sera mieux de pouvoir interagir plus en fait via des questions et des réponses parce que je pense que Ok, c'est le genre. Oui. ok, merci Vincent. Ceci dit, pour moi ici le point, donc la question des C'est risques plus par rapport, existentiels est évidemment importante, mais pour moi le cœur de la discussion aujourd'hui, c'était aussi qu'est-ce qu'on par rapport à peut la longévité. par rapport à la longévité, qu'est-ce Ah, qu'on peut faire? Et oui. si je puis me permettre, moi, un des arguments que je donne parfois, c'est voilà, ça, si on travaille sur la longévité, on diminue plutôt les risques par rapport à des choses dangereuses. Mais juste en une phrase, alors peut-être si tu Oui. as, parce que sinon on a déjà Vas-y, dépassé oui. les 5 minutes. Voilà. Ben, non, simplement, en fait, je suis d'accord et je suis tout pour la longévité parce que simplement, enfin voilà, je vais pas me décrire comme quelqu'un qui est pour longévité, je vais me décrire comme un immortaliste, même si le terme est relativement plus à la mode à l'heure actuelle, mais le fait étant que, enfin voilà, si on se retrouve avec une catastrophe existentielle sur les bras, il y aura plus de longévité pour qui que ce soit, donc c'est aussi un sujet pertinent à mon sens dans le contexte de la longévité. Voilà, simplement ça. Ok, d'accord. Oui. Je vois que Fabien a levé la main et mis aussi dans le chat. Est-ce que je peux intervenir? Moi, je proposais d'intervenir, que chaque personne intervienne après le premier tour, mais Fabien, je te laisse quand même si c'est une phrase. Alors, ça va être une phrase, tout simplement. Un des risques qui est quand même assez immédiat maintenant, c'est que quand je fais tourner mon ordinateur à quelques milliers d'euros pour faire tourner un modèle 1 heure, Mhm. ça coûte un peu d'argent et surtout de l'électricité. Si jamais on fait tourner un autre modèle plus gros dans un data center qu'on voit pas en Islande ou je ne sais où, ça coûte beaucoup plus d'électricité. Donc il y a un risque qui est, j'ai envie de dire, un petit peu chiant parce qu'il est banal.
mais c'est tout simplement quand on fait tourner ces énormes machines avec ces énormes modèles, bah, on réchauffe la planète, tout bêtement. Donc il y a un coût qui est C'est- quand même assez Je évident suis, je et suis qui d'accord. est simplement un risque hein, C'est, écologique. Ok, c'est- ok, mais Oui. donc je Est-ce pense que que je là-dessus, réponds pas? non, 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 je Ok. propose pas. Parce que je trouve, comment dire, sorry, mais c'est une discussion intéressante, mais c'est une discussion qui pour moi s'éloigne trop du sujet d'aujourd'hui. Donc, je passe maintenant la parole à Rajan et ensuite ce sera, s'ils n'ont pas d'objection, Marc et Shaiman. Brian et Preston, je pense que vous ne souhaitez pas faire les 5 minutes, mais si vous souhaitez, dites-le moi dans le chat ou voilà. Allons-y donc, Rajan. Merci. Euh, j'ai préparé une petite présentation. Donc, Vas-y, normalement, il n'y a pas de problème pour partager l'écran. Tu as les droits. d'accord. Je ne sais pas si vous pouvez encore voir. Euh, Pour le moment, on voit pas l'écran. d'accord. Ok, parfait. Ok. Oui, c'est bon, J'espère parfait. que, parfait. Ok. Faut juste changer de vue. Ok. Trop d'écrans. J'ai souvent ce Ah, très problème-là bien. aussi. C'est toujours bon? C'est toujours visible? En tout cas, on voit une Impeccable, slide. vas-y. D'accord. Ok. Je vais commencer par dire que je suis toujours en train de apprendre le français et je m'excuse en avance pour mes erreurs. Euh, je voudrais parler aujourd'hui. Bonjour toutes et à tous. Merci à Didier et à Marc pour m'avoir invité à cet événement et à toute la communauté de l'AFT pour me donner l'opportunité de contribuer au discours. Dans cette présentation, j'aborderai davantage la question de la longévité de l'espèce humaine et du phénomène d'intelligence. Notez que je préfère le terme intelligence synthétique car il capture davantage des possibilités futures, mais j'utiliserai ici l'intelligence artificielle pour plus de commodité. Mon travail dans ce domaine, c'est avec Mind First Foundation. Notre mission est de travailler pour l'accélération, excusez-moi, l'accélération des stratégies et des technologies pour un meilleur fonctionnement de mindware, comportement et prise de décision. Une petite introduction à notre organisation. En haut, notre équipe est fondateur avec formation et affiliation à Harvard et l'UNIT. Et en bas, encore un grand merci à nos financeurs. Quelques mots de mon expérience. J'ai une licence en biologie. Je suis directeur à Mind First Foundation, cofondateur à RADVAC, Rapid Deployment Vaccine Collaborative, directeur de communauté du Personal Genome Project, qui est un projet qui s'occupe de la génétique humaine à Harvard Medical School, actuellement en congé de cette position, et directeur à Open Biobank, qui est un spin-off du Personal Genome Project. Un peu de contexte récent, en 2020, avec la crise partagée à travers le monde, Mind First Foundation a réorienté nos efforts. Nous avons désigné, produit et publié les formules pour un vaccin intranasal contre le Covid, 8 mois avant les premiers vaccins commerciaux étaient disponibles. Le but était d'accélérer les efforts et de montrer qu'il y avait des autres méthodes et stratégies permises par la science. La mortalité de Covid n'était pas une menace existentielle, mais la crise a montré que notre civilisation peut être endommagée assez facilement.
Et nous faisons des plateformes de vaccins pour permettre les autres personnes à développer leur vaccin aussi. Et les choses les plus importantes à nous étaient qu'il soit open source, modulaire, peu onéreux et intranasal. Toutes ces qualités ensemble assurent l'accès pour tout le monde. Les futures menaces de pandémie, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, pourraient constituer un danger bien plus grand. La réponse agile est d'une importance cruciale et plusieurs de ces principes nous utilisons pour notre travail dans l'IA aussi. Les pandémies sont une classe de menaces. Un autre exemple, l'IA. Et retour au Mind First Foundation. Mindware est un terme qui décrit en général les apparatus d'intelligence indépendants du substrat. Les idées centrales sont dans un essai récompensé, The Leverage and Centrality of Mind, écrit en 2014 par Preston Estep et Alex Hoekstra, qui sont directeurs de Mind First Foundation. Premièrement, je peux faire la sommation de l'essai en 2 points. Simplement, premièrement, l'esprit humain, avec toutes ses limitations, est au centre de tous les défis et problèmes principaux de la société. Et deuxièmement, donc, il faut beaucoup d'emphase sur l'amélioration du fonctionnement et des capacités des esprits, des mindware, afin de résoudre ces défis et de faire avancer notre civilisation. Pardon, oui. En 2023, nous sommes retournés à la mission centrale. Rajan, Oui, Rajan, oui, je me permets de t'interrompre. Je te rappelle que vraiment, l'objectif, c'était 5 minutes ou un peu plus, mais pas 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Voilà, d'accord. c'est Moi, possible. j'ai combien de temps jusqu'à là? J'ai passé combien de temps déjà? Allez, en 5 minutes, pas plus. Pardon, il y a un petit problème avec la connexion. Je ne vous ai pas entendu. Ton son est assez mauvais, Didier. Sorry, je disais encore 5 minutes maintenant, mais pas plus si possible. D'accord, Voilà. d'accord. D'accord. Je suis plus que la moitié fini. C'est juste 2 minutes en plus, je crois. D'accord. En 2023, nous sommes retournés à la mission centrale. Et en bref, le potentiel d'augmenter l'évolution et de l'entendu de l'humanité, c'est représenté par l'intelligence artificielle. Mais elle pose également un danger, un danger d'amplifier nos défauts et nos capacités destructrices. Nous avons écrit un op-ed sur le lien ci-dessous, si vous voulez le lire. Et nous concentrons sur l'idée de adversarial machine learning, qui est très dangereux à notre avis. L'éthique aussi, c'est très important pour l'IA. Éventuellement, nous croyons que la superintelligence va être conscient. Et pour cette raison, le contrôle, l'esclavage peut être très mal pour notre espèce et pour le futur de l'intelligence dans l'univers. Et finalement, enfin, nous proposons l'hybridation comme solution plus stable et plus fiable, une fusion de l'humain et l'IA. Pour réaliser le potentiel positif,
nous devons laisser surpasser les limites de l'intelligence humaine et laisser l'IA à changer notre civilisation et non mindware. Nous proposons une intégration des intelligences, pas juste fonctionnellement, mais physiquement aussi. Et cette stratégie, de notre avis, peut assurer la continuité et expansion de la seule forme d'intelligence connue dans l'univers. Merci. Merci beaucoup. Sorry pour le petit blanc, je devais retrouver mon micro. Merci beaucoup, Rajan. Très intéressant. Et donc, et ton français est déjà meilleur qu'il y a quelques semaines quand on s'est parlé, je trouve. Voilà, ou en tout cas, c'est Merci. très bien préparé. Et donc, maintenant, je passe la parole à Marc pour un maximum de 5 minutes. Avec Marc, je peux être plus strict. Voilà. Merci Didier. Est-ce que je peux demander à Ranjan s'il veut bien interrompre son partage d'écran? Je pense que c'est lui qui doit le faire. Normalement, oui. tu peux directement forcer, si je puis dire. S'il vous plaît, j'arrive pas à trouver le... Oui, non, normalement, vas-y Marc, normalement il va te demander est-ce que tu peux et tu as un message, ceci arrêtera le partage d'écran. Ah bon, je l'ai trouvé. Ok. Oui, normalement, j'ai mis Voilà. l'option où on peut partager un écran à nous. Bon, pas que j'ai quoi que ce soit à vous montrer et sans doute que je vais faire moins que 5 minutes. Donc oui, moi je suis ici en tant que représentant de l'association française transhumaniste, Technoprog, et par ailleurs, donc je ne prétends à aucune connaissance particulière, surtout en ce qui concerne l'IA, je suis à peu près un béotien, et en réalité, pour ce qui est des secteurs de la santé, ce n'est pas mon domaine non plus. Mais il nous a semblé que l'association française transhumaniste se trouvait peut-être, on est loin d'être les seuls, mais nous, entre autres, à un point charnière pour aider à faire que soient mises en relation plusieurs des intervenants dans la perspective qui nous intéresse, plus particulièrement ici, à savoir donc comment utiliser au mieux l'IA pour permettre des progrès en termes de longévité radicale, de longévitisme. Nous avons discuté avec différents d'entre vous dans un premier temps, Didier notamment, enfin je pense un gros travail de dialogue pour voir ce que les uns et les autres pouvaient apporter, ce à quoi vous réfléchissiez. Ce que vous avez commencé, les personnes qui se sont donc ont pris la parole jusqu'à présent, nous ont exposé les secteurs dans lesquels elles travaillaient. Il nous a paru, et moi personnellement, enfin, j'ai été intéressé, alors je vais vous dire par ce que nous avait dit quelqu'un qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais je vais essayer de résumer très très vite ce qu'il nous avait dit ou ce que j'avais compris de ce qu'il nous avait dit. Je pense à Jonathan Moreski, qui est un informaticien, donc spécialiste d'intelligence artificielle et membre de l'association française transhumaniste depuis pas très longtemps, depuis cette année peut-être. Jonathan nous disait que de son point de vue, on pouvait à partir de maintenant commencer à développer des systèmes d'IA qui soient d'une part en open, de l'open IA, donc IA, et qui d'autre part soient susceptibles de tourner sur des appareillages pas excessivement lourds. Et tout ça configurable de manière à être accessible à des labos, par exemple, qui ne soient pas forcément super financés. Ce que nous disait Jonathan, je trouve que ça résonnait assez bien à ce que j'ai entendu quasiment de la part de chacun d'entre vous, je veux dire Fabien, Vincent, Ranjan, jusqu'à présent. Par exemple, Vincent nous a fait part
de ces craintes de monopole sur l'IA des grandes boîtes, que ce soit enfin, celle de la Silicon Valley ou d'ailleurs, peu importe. Il me semble que l'OpenAI est une piste pour essayer d'échapper à ce type de monopole. Fabien nous a dit que il travaillait sur un appareil qui faisait 3 ou 4 000 euros, ce qui commence d'une part à être conséquent, mais qui n'est pas un giga data center quelque part en Islande. Ranjan nous a parlé de projets qui sont déjà en route et qui font se rencontrer des chercheurs, des biologistes, voilà, quelqu'un comme George Church, par exemple, et d'autres. Donc, ils commencent à utiliser ce type d'outils ou qui sont intéressés à utiliser ce type d'outils. À ceci, je rajoute que, évidemment, nous avons tendance à nous préoccuper un petit peu plus de ce qui peut être fait dans la sphère francophone. Et donc, nous sommes à la recherche, autant que possible, de chercheurs, de labos, donc, qui travaillent dans le domaine de l'anti-aging en général, pour ce qu'on en connaît donc en France ou dans d'autres pays francophones. Par exemple, nous sommes en contact Jean-Marc Lemaître de l'INSERM à Montpellier, qui nous a dit très clairement qu'il cherchait ça, il pouvait être intéressé, il a failli être avec nous ce soir. Donc, notre travail à nous, je pense, c'est d'essayer de vous mettre en relation. Et ma question, et je termine là-dessus, et c'est une question à laquelle personnellement j'aimerais que chacun d'entre vous, et ça concerne vraiment toutes les personnes présentes ce soir, pas seulement celles qui se sont exprimées jusqu'à présent, que chacun d'entre vous réfléchisse à savoir, à partir de vos connaissances respectives, de vos expériences respectives, eh bien, est-ce que ce type de projet vous paraît réalisable et comment? Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver? C'est-à-dire, je répète, je résume, hein, mettre à la disposition de relativement petits labos, donc dans le domaine de la longévité, qui ont des bases de données quand même déjà un peu importantes à traiter, des systèmes d'intelligence artificielle qui soient conçus pour eux en fonction de leur projet, en fonction de leur base de données, sur des appareillages qui soient accessibles, pas forcément soit à eux, soit à la communauté, dans le sens où on peut nous faire un effort, essayer de trouver des fonds d'investissement. Acheter un ordinateur à 4 000 euros, c'est pas la lune. Donc voilà, est-ce que vous pensez pouvoir aider dans ce type de projet? Merci. Merci Marc pour cette intervention claire et d'à peine plus que 6 minutes 30, 20. Donc maintenant, je passe la parole à Shaiman. Et ensuite, je pense que tous ceux qui, peut-être Sylvain, je ne sais pas, si tu souhaites intervenir ou quelqu'un d'autre, faites-moi un message, mais alors je propose en 2 ou 3 minutes maximum. Et donc, Shaiman pour un maximum de 5 minutes, et puis après, ce sera moi pour un maximum de 45 minutes. Non, un maximum de 5 minutes pour de vrai. Shaiman, n'oublie pas de te unmute. Et pour le moment, nous ne t'entendons point. Shaiman. Je pense que Shaiman a écrit dans le chat qu'il n'allait pas pouvoir participer, mais qu'il est... Pas intervenir du tout. Ok, d'accord. Bon, ben alors, dans ce cas-là, je vais faire ma petite intervention en 5 minutes. Eh bien, Marc a très bien introduit les choses et c'est grâce à Marc et grâce à d'autres que m'est venue cette idée. Et je vais, en une slide que je vais vous partager si tout va bien, aussi vous montrer d'abord le résumé de ce qui pour moi serait la situation idéale. Est-ce que vous voyez la slide? Je pense, hein? Oui. Non? Partagez votre écran, normalement, ça devrait.
Vous voyez la slide, hein? OK. Oui, oui. Donc, euh, la situation idéale pour moi serait qu'il y ait un... Oh, que c'est lent. Mais non. Je veux pas ça. Diaporama. Voilà. La situation idéale pour moi serait un système qui a la confiance des citoyens, qui est géré par une institution publique ou par une organisation à but non lucratif, mais parfois il y a des organisations qui se présentent comme des organisations à but non lucratif qui ont un but lucratif, ou par défaut, c'est-à-dire avec un système opt-out, c'est-à-dire avec un système où ceux qui ne souhaitent pas partager leurs données ne partagent pas les données, mais la majorité des gens, en fait, les partagent. Toutes les données relatives à la santé, anonymisées ou pseudonymisées, et aussi les articles scientifiques qui sont déjà accessibles, ou pour ceux qui ne sont pas encore accessibles, les abstracts, peuvent être utilisés pour la recherche scientifique à l'exclusion de toute autre utilisation. Et ceci serait exploré par une intelligence artificielle ouverte dans deux sens du terme, ouverte dans le sens que c'est, on va dire, des logiciels open source, mais ouverte surtout dans le sens que les recherches qui sont effectuées, les résultats des recherches sont accessibles à tous. L'objectif est de pouvoir commencer des tests cliniques le plus rapidement possible sur animaux et encore plus sur des êtres humains. Et l'objectif final, évidemment, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre radicalement plus longtemps en meilleure santé. Et donc, pour le moment, beaucoup de gens, évidemment, parlent de tout ce qui est ChatGPT. Et pour information, il y a on va dire, Longevity GPT qui a été créé par un certain nombre de personnes et qui commence à fonctionner. Et l'objectif des gens qui travaillent à cela, notamment, il y a une personne qui s'appelle Anton Kulaga, que certains d'entre vous connaissent probablement, enfin, connaissent certainement, et d'autres personnes. Donc, l'objectif, c'est de nourrir, on va dire, ce GPT-like, ce système de type GPT, de type ChatGPT, de le nourrir avec des centaines de milliers, voire des millions d'articles scientifiques. Et aussi, ça c'est plutôt mon sous-objectif à moi, avec les bases de données en matière de santé qui sont accessibles à tous, et évidemment en militant, je dirais, en cherchant à ce qu'il y ait de plus en plus de bases de données qui soient réellement accessibles à tous. Et par rapport à la question des risques existentiels qui est une préoccupation pour, en fait, je pense, la plupart d'entre nous, mais particulièrement pour Vincent et d'autres. Moi, je dis toujours que faire de la recherche pour la longévité et la résilience une absolue priorité diminue un peu, je ne vais pas être d'un optimisme sans faille, diminue un peu les risques liés à l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai terminé. J'ai quand même frôlé les 5 minutes malgré tout. Et donc, maintenant, d'abord, je demande, est-ce que une des personnes qui ne sont pas encore intervenues ici, jusqu'ici, souhaite faire un mini exposé de 2-3 minutes? Ça peut être aussi simplement une phrase pour vous présenter. Donc, je parle de Siba, Preston et Brian. Et sinon, je propose, si personne ne le souhaite, je propose dans un premier temps, avant la discussion générale, je propose dans un premier temps que chaque personne qui est intervenue pose une question
s'il y a une question ou fasse une réflexion par rapport à un des autres exposés. Voilà, voilà. Et donc, pour cela, une question courte qui amène une question si possible courte qui amène une réponse si possible courte aussi. Et donc, je vais commencer par la personne qui... Ah, mais non, mais tiens, 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 Fabien a disparu? Ah non, Je non, suis toujours voilà. là. Je vais commencer par... voyez pas je vais commencer par Fabien, parce que la spécialité, c'est, on va dire, de couvrir les choses. Donc, Fabien, Oui. as-tu une ou l'autre question, remarque par rapport aux autres exposés? Alors, Juste, je me permets, je ne pouvais pas intervenir juste avant. Est-ce que je peux faire une présentation aussi de 3 minutes? Ah oui, 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 mais, donc nous avions capté que ça n'était pas possible pour toi, donc vas-y alors, sorry. Et après, Fabien, et après chacun, je vais vous préparer une petite question, parce que je vous proposerai chacun de faire une petite question à un autre, et puis après on fait la discussion générale. Vas-y, Shaiman, j'avais pas compris que... Voilà, vas-y. Ouais, donc, dans les choses qui ont été dites, je trouve très intéressant notamment les préoccupations liées à l'open source. Je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faut développer dans un cadre idéal, notamment sur ces recherches. Cela dit, je pense pas que ça doit être un truc. Je pense que c'est quelque chose à étudier au cas par cas, dans le sens où les IA qu'on développe aujourd'hui commencent à avoir des capacités vraiment impressionnantes. Et alors, ouais. Donc, elle commence à avoir des capacités vraiment impressionnantes et potentiellement l'open source peut parfois devenir dangereux. Donc, je pense effectivement dans certains cas, l'open source peut ne pas être pertinent, notamment dans les cas des derniers modèles de GPT ou comme ça. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est une relativement bonne idée que ça n'ait pas été mis en open source, alors que normalement, je suis évidemment pour l'open source, pour les logiciels libres, enlever les licences, etc., etc. Donc voilà, petit truc là-dessus, je pense qu'il faut bien évaluer les risques de chaque technologie avant de savoir si on veut les mettre en open source ou pas. Une petite analogie peut-être si on avait tout d'un coup la recette miracle pour faire une bombe avec de la farine et des raviolis, peut-être qu'il ne faudrait pas nécessairement dire à tout le monde, essayer de diminuer l'ampleur des gens qui savent que c'est possible de faire une bombe avec des raviolis et de la farine, parce que sinon ça pourrait être très dangereux. Et donc l'open source peut participer à cette diffusion comme ça d'algorithmes qui peut potentiellement être dangereux, ou être dangereux parfois. Un autre truc, je pense, qui est intéressant, serait la mise en place de quelque chose comme une sorte de présomption de non-conformité, parce qu'aujourd'hui, on voit que ces algorithmes, ils sont mis sur le marché sans qu'il y ait tellement de vérification, alors qu'ils peuvent poser des dangers énormes et apporter de grosses solutions aussi. Donc, par exemple, dans l'aviation, ben, à chaque fois qu'une compagnie veut mettre en avion un nouvel avion, proposer un nouveau modèle d'avion, ben, on va évidemment vérifier si cet avion est sécurisé. Je pense qu'on devrait faire la même chose avec les nouveaux modèles d'IA, peut-être à partir d'une certaine puissance, pour s'assurer qu'ils ne puissent pas poser de gros dégâts, quoi. Parce que ben, aujourd'hui, il y a quand même peu de vérifications qui sont faites avant que ces logiciels soient publiés. On fait souvent de la vérification après coup et c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Donc voilà une petite proposition. Et puis aussi, finalement, dernière chose, c'est que, contrairement à ce que beaucoup pouvaient dire, avec cette idée un petit peu que les IA pourraient s'occuper des aspects, disons, très fonctionnels, et puis les humains seraient toujours là dans un cadre un peu empathique, dans le cadre de la médecine. Finalement, on voit que les dernières études sur le sujet ont tendance plutôt à montrer le contraire, que ChatGPT, typiquement, est plus empathique que les médecins dans beaucoup de situations. Donc c'est vraiment intéressant à observer, de voir que ce qu'on pensait être uniquement dédié aux humains peut aussi être finalement
finalement, les machines sont aussi supérieures à nous là-dessus. Et dernière petite chose, je pense que les logiciels comme GPT, qui peuvent être entraînés uniquement sur, justement, comme le disait aussi Didier, des études médicales ou ce genre de choses, peuvent être très intéressants. Notamment, Google est en train de travailler sur un algorithme du genre, et ça pourrait, évidemment, démocratiser les diagnostics médicaux énormément parce que ça diminuerait leurs coûts de façon vraiment énorme. Donc, n'importe qui, en donnant des photos, des vidéos, maintenant on voit que les dernières versions de ces gros modèles de langage deviennent multimodaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça va vraiment permettre de diminuer notamment les diagnostics ou bien en tout cas peut-être aiguiller les diagnostics les plus urgents, etc. Peut-être aussi dans des pays qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas la sécurité sociale française, ça peut être quelque chose de très intéressant, mais encore une fois, il y a des très très gros risques d'un point de vue des données de santé, etc. Donc si on doit donner nos données médicales à Google en faisant des recherches sur son chatbot, ça peut poser de gros soucis. Donc encore une fois, vraiment faire attention avec ce genre de technologies parce qu'elles peuvent permettre de grosses améliorations dans ces domaines et vraiment beaucoup de bienfaits, mais aussi beaucoup de dangers potentiellement si c'est mal fait, donc encadré au maximum avec des normes d'éthique les plus strictes possibles. Voilà, j'ai terminé. Ok, merci Shaiman. Et donc, je propose maintenant, mais si quelqu'un a une question, tout ça directement, donc dans ceux qui sont, je propose de faire d'abord dans ceux qui sont intervenus, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, Fabien, je te donne la première intervention. Merci beaucoup. Donc, je pense en fait, en attendant les différentes présentations et en comparant à la mienne, qui est, on va dire, un petit peu un ras de terre du style au quotidien, voilà, de faire tourner sur une machine chez soi, etc. Je pense que c'est important de faire le distinguo entre l'espoir, ce qu'on espère que les progrès, en gros, vont pouvoir engendrer, y compris dans tout ce qui est longévité ou qualité de vie, etc. Et quelque chose de presque philosophique au final, où est-ce qu'on espère aller ensemble en tant que société, qui est à mon avis extrêmement intéressant, mais ce qui se passe au quotidien. Et donc les contraintes économiques et politiques qui se passent. Pourquoi je dis ça? C'est que typiquement, donc une société comme OpenAI, qui s'appelle OpenAI, fait l'inverse de ce qu'elle promet. Alors elle fait des énormes avancées au niveau technique, c'est magnifique, c'est impressionnant. Il est difficile, honnêtement, même quand on connaît le domaine, de ne pas être impressionné par GPT-4. Mais pour autant, voilà, c'est la distinguo entre ce qui est promis et ce qui est en réalité fait. Donc une fois de plus, qu'est-ce qui est dit? On commence par de l'open source et puis ça dérive, peu importe la raison. Et on a entendu des arguments comme quoi l'open source n'est peut-être pas dans certains cas précis intéressant parce ça crée peut-être du risque. Mais en tout cas, vraiment, enfin, quand on mélange à mes yeux les aspirations philosophiques, sociales, le risque à très long terme, par exemple, entre est-ce qu'une intelligence artificielle va acquérir une conscience, etc. C'est vraiment des questions importantes. C'est pas quelque chose que j'essaye de mettre de côté à part, etc. Mais est-ce qu'il faut quand même analyser, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en octobre 2023, on est arrivé là ou pas? Et si on confond les deux, en gros, on risque le fait de répéter des arguments marketing au final d'entreprises comme OpenAI qui, en fait ferment la porte derrière elles. Il y a énormément d'entreprises qui ont fait des grandes avancées, qui après ne faites pas comme nous sommes les derniers à pouvoir le faire. Et donc, c'est vraiment, je pense, un risque gigantesque où on utilise, ou des entreprises qui sont en position de pouvoir essayent finalement de renforcer leur monopoly ou leur position finalement stratégique dominante. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment important de vouloir continuer, de toujours pouvoir faire mieux, de pouvoir utiliser ces technologies-là et dans les cadres, comme on a entendu avec Ranjan, pour des choses qui sont clairement fondamentales et importantes pour tous, euh, et des arguments marketing au final, quoi. Donc voilà, c'est là, je pense, qui est vraiment, à mon avis, un risque au niveau du débat et de
là où on veut vraiment aller versus là où on entend voilà, du buzz en permanence. Et une toute petite remarque aussi pour Marc, je pense au niveau de comment déployer ça de façon pragmatique dans des groupes de recherche. Bon, je suis basé à Bruxelles, donc j'ai une vision un peu plus sur tout ce qui est européen, mais il y a des équivalents un peu partout dans le monde. Mais par exemple, en Europe, on a EuroHPC, donc on a des centres de calcul dédiés à faire, voilà, pas mon ordi à 3-4 000, mais des centres de calcul gigantesques pour lesquels, par exemple, analyser l'ensemble des publications ou faire des simulations sur l'ensemble des publications médicales qui ont été faites jusqu'à présent. Pour nous, ça nous semble un peu ridicule, tellement c'est énorme. Et pour ces centres de calcul-là, mis à disposition de chercheurs, bah, c'est pas si fou que ça. C'est pas si, je dis pas que ça soit facile, mais enfin, en gros, la puissance de calcul est là. Donc, c'est plutôt quels sont les choix. Où est-ce qu'on va décider d'allouer ces centres de calcul. Mais l'infrastructure, y compris en Europe, est là pour ça et pour des projets qui sont voilà, financés publiquement. Merci, merci Fabien. Alors maintenant, Ranjan, est-ce que tu as une question, une remarque principalement vers d'autres? Après, moi, Oui, j'ai une question pour toi. Oui. merci. Je vais essayer euh, d'engager toutes les idées que j'ai écoutées jusqu'à là. Ça semble qu'il y a au moins un peu d'accord autour l'idée de open source et l'idée que l'open source n'est pas nécessairement la bonne solution dans tous les cas avec l'IA à cause de dangers qui posent l'IA dans les mains, dans les mauvaises mains. Et les solutions, il semble, sont technologiques, mais aussi économiques, sociales, dans tous les domaines. Technologiquement, je sais que pour les génomes, dans un des projets où je travaille, une solution pour maintenir qu'est-ce que vous avez dit, Didier, maintenir anonymisé et pseudonymiser les données, Oui. c'est d'utiliser une forme de computation qui s'appelle homomorphic encryption, qui permet la computation sur les données, mais qui ne relâche pas les données aux utilisateurs. Donc, une solution, c'est peut-être d'utiliser ce type de technologie qui vont juste dans une direction avec les données. Autre solution aussi, c'est d'avoir des plateformes qui, par exemple, une autre suggestion de MindFirst Foundation, c'est de développer les IA dans une manière utilisant des principes collaboratifs et pas adversarial. Ça veut dire c'est une approche qui entraîne, qui forme l'IA avec une psychologie, si vous voulez, une psychologie collaborative et pas une psychologie adversariale. Ok, merci Rajan. Je vais maintenant, à moins que quelqu'un souhaite intervenir, je vais lire la question. Donc, Siba a mis sur le chat, je n'ai rien à particulier demander, sauf à Didier, s'il est envisageable de créer un lobbying international pour convaincre et proposer des garanties de sécurité dans le cadre des lois de protection des données. Ça me permet de dire, de rappeler pour beaucoup d'entre vous que pour moi, au niveau de l'Union européenne, pour ce qui concerne la question, c'est la question avant la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une question très importante. Pour ce qui concerne les projets de partage de données de santé au niveau européen, cela va
pour moi tout à fait dans la bonne direction, à savoir que l'idée, c'est d'avoir un système dans lequel l'accès est ouvert aux scientifiques après anonymisation et pseudonymisation pour des buts qui sont uniquement des buts de recherche et pas dans des buts commerciaux. Donc, tout cela, pour moi, au niveau européen, va tout à fait dans la bonne direction, mais cela fonctionne avec une lenteur euh, spectaculaire. Voilà. Donc, si je me si j'avais à choisir parmi des activités, on va dire, oui, de lobbying, oui, pour réutiliser le terme de SIBA, je me concentrerai là-dessus, sachant que la lenteur est quelque chose malheureusement d'extrêmement difficile à interrompre, si on peut dire. C'est probablement pas le bon terme. Voilà. Et ensuite, j'avais une question à Rajan qui m'est inspirée en fait par Marc. Donc, Marc disait que, et en fait, Fabien aussi est intervenu là-dessus par rapport à des relativement grosses machines qui pourraient être acquises, on va dire, dans le cadre d'organisations scientifiques. Ce que je ne comprends pas bien, Ranjan, peut-être que là tu peux dire, est-ce que actuellement c'est encore utile pour, enfin, pour des organisations comme les vôtres d'avoir vos propres machines ou bien est-ce que c'est principalement pour des questions qui sont importantes aussi, mais des questions de sécurité? Voilà, parce que quelqu'un m'expliquait notamment, enfin non, je ne vais pas rentrer dans la réponse, je voudrais savoir, Rajan, enfin, dans tes organisations, entre guillemets, est-ce que généralement la puissance informatique est fournie par des machines qui sont chez vous physiquement, ou bien est-ce que généralement c'est fourni par des machines en ligne? Généralement, ces jours, la computation, ce qu'on appelle the compute en anglais, euh, c'est pour la plupart dans les machines de Amazon ou Google, les services qu'ils offrent pour computation payée par l'heure. Euh, c'est juste le logiciel qui existe dans les ordinateurs locaux. Euh, mais est-ce que tu demandes s'il y a un risque euh, de perdre le contrôle en ce cas, dans cette scénario? Je me disais que probablement une des raisons d'avoir ses propres machines, c'est par rapport au risque de perte de contrôle, mais je me demandais s'il y avait d'autres raisons pour lesquelles on pourrait avoir des machines chez soi plutôt que, enfin chez soi, dans son Oui, organisation, plutôt que des machines ailleurs. oui, c'est comment dit-on en français, la coûte. Ça coûte trop cher à maintenir les machines. Euh, oui, parce que si on n'est pas une grande organisation, le plupart du temps, les machines restent pas utilisées. D'accord, merci. Voilà oui, mais oui, ok. Mais Donc juste pour pardon, hein, juste Vas-y, pour le vas-y, dire, vas-y. avec une autre idée que tu as introduit il y a quelques minutes, ça serait possible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, à réduire, pas juste à augmenter le pouvoir des ordinateurs disponibles pour, par exemple, 4 000 euros euh, pour un individu, mais à réduire euh, la Raison. nécessité de computation pour entraîner, pour former les modèles d'IA avec moins et moins de ressources euh, par un order of magnitude, par un ordre
ordre de magnitude, ça veut dire 10 fois moins, ou 100 fois moins qui est utilisé en ce moment. Donc, ça va faire plus accessible aussi ces modèles à l'utilisateur moyen Ah oui, dans le futur proche. merci. Si tu peux mettre un lien par rapport à ce que tu viens de dire exactement, parce que c'est quelque chose que j'ignorais, je pense. Et alors, je vois la main levée très polie de Fabien. Vas-y, Fabien. Oui, rapidement, c'est qu'en effet, donc si jamais je lance ce calcul sur mon ordinateur ce soir et que je le fais tourner dans la nuit, je n'ai besoin de demander le droit à personne. C'est mon ordinateur, je fais ce que je veux maintenant, tout de suite. Par contre, si jamais je prends ma carte bleue, que je vais sur Amazon, Azure, OVH, je ne sais où, et que je peux, au lieu d'avoir un ordinateur, en louer 10 000 pour toute la nuit, eh bien, je fais la queue. Et simplement, si j'ai de la chance et que personne n'est là, je les loue. Mais vraiment, 10 000 ordinateurs avec ma carte bleue, hein. C'est vraiment pas, c'est pas très cher. Mais si jamais quelqu'un est déjà là devant et qu'il n'y a que 5 000 ordinateurs, 3 000 ordinateurs, un ordinateur, ben voilà, je dois attendre. Donc c'est vraiment quelque chose de à la fois économique, mais politique. C'est-à-dire que si jamais je veux faire un calcul maintenant et que je n'ai pas le pouvoir d'achat pour ça et que je n'ai pas les machines pour ça. Donc c'est pour ça que je parlais d'euro HPC comme solution publique européenne. C'est que c'est aussi, il y a un côté un peu souveraineté derrière. Quand on a sa machine, quand on a son parc de machines, on décide ce qu'on va faire avec et quand on va faire avec. Alors, ce n'est pas une solution magique, puisqu'évidemment, les machines, il faut les maintenir, etc. Mais au niveau pouvoir, souveraineté, c'est aussi simple que ça. Si jamais on demande à Amazon, et peut-être même ce jour-là, Amazon lui-même décide, moi, je veux entraîner des réseaux de neurones ou un modèle très large pour pouvoir voilà, dominer la compétition, et ben, tout le monde, l'ensemble des clients, peu importe qui ils sont, même s'ils ont le budget, eh ben, va devoir attendre tout bêtement. Donc, j'ai envie de dire, pas plus compliqué que ça. Oui. Et alors, une Et en toute fait, dernière D'accord. chose, oui. c'est par rapport au petit modèle, entre guillemets, c'est aussi ce que, donc, la page que j'ai partagée au début, je donne un atelier pour des enfants sur la réalité virtuelle demain, et je vais utiliser un petit Raspberry Pi 0 demain pour leur montrer, parce qu'il y a ces notions de métaverse, etc., en réalité virtuelle, et donc je leur montre comment on peut avoir un hotspot Wi-Fi avec ça, ça coûte 15 euros. Ça coûte vraiment pas grand-chose. La carte mémoire, enfin la micro SD, elle coûte 5 euros ou moins. Et donc, essayer de montrer de la même façon qu'on peut avoir des gros modèles comme GPT-4 qui sont même, on ne sait pas quelle taille ça fait, mais bon, on se doute que c'est gigantesque. Et on peut avoir des petits modèles qui, bon, tourner là-dessus, ça va vraiment être difficile, mais on peut déjà l'imaginer. Et en effet, comme Ranjan l'a mentionné avant, il y a du travail dans ce sens-là. Et dans cette optique de démocratisation, si on veut distribuer aussi les capacités aux labos de recherche qui n'ont pas forcément accès à une grande partie de HPC ou un budget Amazon, je pense que c'est un travail important, quoi. C'est à la fois sortir du côté boîte noire et à la fois pas avoir besoin d'un budget gigantesque pour faire des travaux intéressants. Alors, c'est pas facile, mais je pense pour le coup, c'est une démarche vraiment importante. Merci, merci Fabien. Et d'ailleurs, merci aussi Rajan pour ces éclaircissements. Et donc, Rajan, je redis, si tu peux mettre un lien vers ce que tu expliquais tout à l'heure, enfin, bon, je trouve que c'est fort intéressant aussi. Et je passe la parole à Marc maintenant. Oui, deux petites réactions, deux petites questions pour ma part. Une par rapport à ce que nous disait Shaiman, une par rapport à ce que nous disait Fabien. Je vais peut-être commencer par Fabien en fait. Euh, oui, donc tu nous dis qu'il existe déjà des ressources au niveau européen et que donc des labos pourraient
demander l'accès à ce type de puissance de calcul. Moi, déjà, comment dire, je pense que ça nous intéresserait d'être un peu plus au courant, de savoir ce qui existe et comment ces accès sont possibles, ne serait-ce que pour transmettre de l'information quand on est en contact avec des gens qui peuvent en avoir l'utilité et qui ne sont pas forcément au courant. C'est une information tout à fait importante. Donc, si tu as des informations à ce sujet, je te demanderai, est-ce que tu peux nous les transmettre? Mais j'ai une autre question, en fait, en même temps, en parallèle, quoi, qui est la suivante. Est-ce que ces institutions-là ne risquent pas d'être regardantes et regardées avec un œil torve si elles voient débarquer des projets qui soient clairement longévitistes? C'est-à-dire qui ne se préoccupent pas de thérapie, mais qui se préoccupent d'anti-âge. Et il me semble que ça peut être aussi un des avantages de l'intelligence artificielle ouverte, on va dire, alors pour éviter la confusion avec la boîte OpenAI. Voilà, de manière à rendre ces gens-là éventuellement autonomes et à se débarrasser de ce genre de contraintes. Ah ouais, je reviendrai à la question. Enfin, pas la question par rapport à Shaiman, c'était en plus, oui, je le dis rapidement, c'était également est-ce que fonctionner avec des IA ouvertes et donc à disposition, quoi, est-ce que ça ne serait pas un gage finalement de sécurité dans le sens où ça tournerait sur des bases de données quand même beaucoup moins importantes et donc il n'y aurait peut-être pas du tout de risque susceptible de développer des formes de conscience ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, on jouerait sur les deux tableaux, on gagnerait peut-être des deux côtés. Voilà, ça fait deux questions. Donc. Ok, donc les deux réponses, et puis après, la parole à Vincent. Et puis après, on commencera à approcher de la fin et je demanderai à chacun une phrase de conclusion si il le souhaite. Alors, donc j'ai mis le lien, par exemple, EuroHPC dans le chat. Il y a des équivalents au niveau nationaux, hein. En France, par exemple, il y a un réseau très connu qui est sorti il y a quelques mois. C'était une collaboration entre Hugging Face, le CNRS et au Paris-Saclay, au sud enfin, à Paris. Donc, il y a à la fois au niveau européen, fédéré, à la fois au niveau national, donc des centres de calcul mis à disposition des chercheurs. Et évidemment, Marc, il s'agit d'avoir son projet validé. Et si le projet ne rentre pas dans les clous, alors que ça soit, voilà, peu importe la raison, j'ai envie de dire, si jamais, ouais, peu importe la raison, si le projet ne rentre pas dans les clous, le temps de calcul ne sera pas alloué. Et ça peut être, si ça n'est pas les LLM à la mode du moment, tout ce qui est basé sur les langues, euh, voilà, ça ne sera peut-être pas validé. Après, oui. Je ne sais pas de déployer enfin avoir c'est exactement la même chose qu'avec mon petit ordi de mon bureau. Je l'ai chez moi, je décide ce que je fais avec. C'est pas vraiment pas plus compliqué que ça. C'est évidemment une autre échelle, mais le principe reste le même. Évidemment, le fait de pouvoir claquer des doigts, utiliser la carte bleue et ne pas avoir de faire la maintenance des machines, ça veut aussi dire qu'on a les dernières machines à la mode et qui peuvent diminuer le temps de calcul d'un ordre de grandeur. Enfin, c'est quand même gigantesque. Donc, oui, je n'ai pas vraiment de solution dans ce sens-là. Oui, voilà. Je remettrai d'autres liens éventuellement, mais je pense que UHPC, voilà, c'est ce qui est de plus, enfin, au niveau échelle, je pense que c'est ce qu'il y a de plus grand. Après, oui, comme le souligne Didier dans le chat, les financements sont difficiles à acquérir. Là, il ne s'agit quand même pas de financement, il s'agit de temps de calcul mis à disposition. C'est très souvent, en général, dominé par des simulations énergétiques. C'est typiquement, traditionnellement, c'est ça qui a pris le... Parce qu'on a eu une rapide discussion, Marc, dans le chat avant, où quelle est l'histoire dans le temps de l'humanité, de la puissance de calcul et à quoi c'est dédié. Jusqu'à présent, j'estime que c'était surtout pour, par exemple, aussi aux États-Unis,
le DOE, Department of Energy, la plupart du calcul a été fait pour ça, des simulations aussi de réacteurs au niveau atomique, etc. Donc voilà, c'est un pari parmi d'autres. En général, c'est ce type de projet qui domine. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Et oui, les financements ou le temps de calcul équivalent est difficile à obtenir, mais c'est une piste. Ouais, de mon Merci. Et côté, la réponse de Shaiman. ouais, ça a coupé un petit moment, donc j'ai pas entendu la fin de la question. J'ai entendu que les, les IA open source pourraient éventuellement réduire les risques, mais j'ai pas compris en quoi. Très vite, donc, dans le sens où nous que Ah, moi, celles sur lesquelles se ça développe. recoupe. Ça recoupe. Mince. Alors, je ne sais pas, est-ce que je reprends 3 fois ou est-ce que quelqu'un qui a compris est-ce Là, qu'il ça peut marche mieux. reprendre? Donc, donc voilà, si ces bases de données sont beaucoup plus restreintes, si elles sont moindres, et bien, il n'y aurait tout simplement techniquement pas l'éventualité que émerge de ces niveaux d'intelligence artificielle-là, des systèmes conscients, par exemple. Et donc, voilà, ce serait efficace pour les labos qui en auraient besoin, mais comme l'objectif ne serait pas de développer une intelligence artificielle générale ou forte, ben, tous les soucis, toutes les craintes qui ont été exprimées ne se poseraient pas. Question. Ouais. Alors, je pense que ça peut être le cas. Après, je pense qu'il ne faut pas confondre open source avec petite base de données, parce que tu peux avoir des IA quand même en open source qui maintenant ont des grosses bases de données. Récemment, il y en a une qui est sortie, ça affecte un peu l'actualité, où justement, ils se demandaient s'il fallait réguler des trucs ou pas. C'était un Mistral? language model. Euh, ouais, tu sais son nom? Mistral? C'est possible que ce soit ça, ouais, c'est ça, Mistral. Et donc ça, c'est quand même des technologies qui ont beaucoup de données. Et puis au-delà, en fait, des risques existentiels, je pense qu'il y a tout un tas de risques autour de la désinformation, par exemple, où euh, des gens pourraient utiliser ces outils en open source, même avec peu de données, pour faire de la désinformation ciblée à grande échelle, par exemple, ou ce genre de choses. Et ça, il n'y aurait pas nécessairement besoin de quantité de données absolument immenses. Et puis, il y a aussi bah, le risque peut-être de personnalisation, dans le sens où s'il y a comme ça, des gros modèles de langage qui peuvent être mis à disposition, puis que les gens peuvent les personnaliser un petit peu en ajoutant de l'entraînement sur des choses spécifiques, bah, les gens pourraient les entraîner, par exemple, à à être haineux envers telle ou telle communauté ou à faire de la désinformation ciblée sur tel ou tel sujet. Et donc, il y a aussi ce risque de pouvoir finalement que chacun puisse créer un peu son IA personnalisée qui pourrait être relativement dangereuse. Après, encore une fois, je ne suis vraiment pas du tout contre l'open source. Je pense que dans énormément de cas, c'est très bien. Et, et ce que font les grandes entreprises de ces big tech qu'on voit maintenant n'est de loin pas le plus éthique qu'on puisse faire non plus. Et c'est des monopoles qui sont extrêmement dangereux. Donc, je voudrais surtout pas que ce qui ressorte, c'est ah bah, qu'il ne faut pas d'open source et puis vive les big tech. Vraiment pas. Vraiment, je suis dans le sens contraire. Je dis juste vraiment faire attention à l'open source parce que parfois, elle peut être dangereuse quoi, dans certaines circonstances. Donc, oui pour l'open source, mais voilà, pas tout le temps, ou en tout cas, bien faire la part des choses entre. En fait, on commence à développer des outils qui deviennent potentiellement tellement dangereux que je pense que c'est une bonne idée de, de parfois pas les mettre en open source. OK, merci. Et donc, maintenant, Juste un instant. l'avant-dernière intervention avant une phrase de conclusion est pour Vincent. Oui, vas-y. Juste un instant, Didier. Ça coupe un peu, mais tu as la parole si tu y arrives. Voilà, je Vincent? suis là. Oui, vas-y.
On m'entend maintenant? C'est correct? Oui, on t'entend. Ok, alors, plusieurs réactions. Première réaction, par rapport au côté open source, mon impression, en fait, c'est que, idéalement, en général, c'est mieux d'avoir le côté open source, mais je pense que c'est pas entièrement réaliste de penser que les modèles open source vont pouvoir rentrer en compétition avec les modèles qui ne sont pas open source. Et la raison pour ça, c'est parce que les modèles qui ne sont pas open source sont aussi soutenus par de très grosses compagnies qui ont énormément plus de capacité de calcul. Et donc, le modèle que quelqu'un peut faire tourner sur son PC localement, même si le PC est un PC qui coûte quelques milliers d'euros, ne pourra pas être équivalent de loin au genre de modèle, en fait, qu'une grosse compagnie va pouvoir faire tourner. Et il y aura vraiment une différence qualitative dans les résultats qui peuvent être obtenus de ce genre de modèle. Il y a des méthodes qui permettent d'essayer de diminuer la capacité de calcul qui est nécessaire pour avoir des résultats pertinents d'un modèle, tout ce qui est pruning, tout ce qui est quantization, etc. Mais toute chose étant égale, un modèle qui tourne sur un cluster de plusieurs milliers d'ordinateurs avec des bonnes cartes graphiques ou des matériels spécialisés pour faire tourner tout ce qui est IA actuel sera toujours supérieur en fait à ce qu'on peut faire tourner sur un ordinateur personnel. C'est un premier point. À ce niveau-là, je ne sais pas déjà si quelqu'un a un commentaire à faire ou une question à poser. Oui, Oui, un ah, commentaire vas-y, rapidement. Fabien. Excuse-moi, j'ai mis un lien dans le chat, mais il y a aussi des exemples. Donc, je donne ma machine parce qu'elle est en face de moi. Mais on peut aussi fédérer les calculs et de façon aussi, donc Ranjan parlait de homomorphic encryption, on peut aussi distribuer du calcul comme avec SETI il y a des dizaines d'années déjà. Ou Donc folding faire at home, ouais. c'est ça. Donc, on a aussi, j'ai ma petite machine à moi parce qu'elle est là, mais je peux aussi partager. Il y a vraiment beaucoup de projets de ce type-là, aussi avec Hugging Face et des réseaux comme Bloom qui sont vraiment trop gros pour une machine parce qu'il faut des centaines de gigas de mémoire et où on a aussi finalement un réseau de participants qui ont choisi de mettre à disposition leur machine. Donc, on peut, même à travers la communauté, essayer de dépasser ses limites Ok. locales, j'ai envie. La question vraiment alors qui reste, c'est est-ce que c'est suffisamment équivalent par rapport au genre de milliards de dollars qui sont investis dans les grosses compagnies? Parce que bon, donc maintenant, on est donc essentiellement Microsoft sponsorise OpenAI, Amazon sponsorise Anthropic et Google sponsorise DeepMind essentiellement. Et peut-être qu'Apple finira par avoir son truc aussi. Euh, un truc qu'il pourrait y avoir aussi, c'est que il y a une différence entre les gens qui sont déjà un peu informés et qui sont plus un peu du genre hacker ou à vouloir bidouiller avec tout ce qui est informatique et la grande majorité du public. À savoir qu'il y aura quand même une relativement petite fraction du public qui va être prête à contribuer à quelque chose d'open source et à partager la puissance de calcul que leurs ordinateurs ont. La plupart des gens auront plus envie d'avoir un service, en fait, où, par exemple, ils posent une question à un modèle qui est implémenté par une grosse compagnie pour recevoir une réponse plutôt que de devoir commencer à se demander, OK, si je dois m'intégrer dans tel réseau de calcul, comment est-ce que je fais pour partager mon ordinateur avec d'autres personnes, etc. Est-ce que ça a un sens? Vincent, je me permets d'intervenir. Donc, je suis d'accord avec évidemment ce que tu c'est de la situation générale de ce qui va être adressé au grand public. Il me paraît en effet évident que les grosses boîtes vont proposer du clé en main et que la grande majorité du public va se tourner vers ces solutions-là. Mais pour ce qui nous regarde, qui nous concerne, oui, si on essaie de faciliter l'accès à ce type d'outils à des labos qui font de la recherche contre le Mhm. vieillissement, et je pense qu'on peut faire déjà tout ce qu'on peut pour éviter ce monopole. Parce que je suis un petit peu étonné parce que tu disais au départ, une de tes craintes principales, c'était justement le monopole sur J'essaie, les IA de ces grandes boîtes. j'essaie, Euh, oui, j'essaie d'être équitable, en fait. J'essaie d'être équitable. J'essaie de ne pas me focaliser, en fait, sur une seule crainte ou sur une seule opinion, en fait.
j'essaie de considérer les différentes opinions. Donc, je suis très open source aussi. Je considère que c'est important de ne pas avoir une grosse compagnie qui monopolise la chose. En dehors de ça, j'ai d'autres craintes aussi. Mais si je commence par la crainte la plus simple, qui est de comment est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas monopolisé par une grosse compagnie qui va bloquer l'accès à qui que ce soit d'autre, de pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir faire des choses qui vont devenir importantes et essentielles pour la société, c'est une première question. La question qui vient après, bien sûr, c'est toujours la question du risque existentiel, en fait. C'est ça qui m'intéresse aussi. Comme je l'ai dit, je suis immortaliste. Donc, à mon sens, j'ai envie d'atteindre un état du monde dans lequel les gens n'ont pas besoin de mourir. Et un gros obstacle pour ça, en fait, c'est une situation dans laquelle, en fait, on se retrouve avec une catastrophe existentielle, à savoir, par exemple, une IA qui finit par échapper à notre contrôle et qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, détruise le monde dans lequel on vit, ou en tout cas le rend inhabitable. Est-ce que ça a un sens? Je pense qu'il ne faut pas se lancer maintenant dans cette discussion. Il nous faudrait 2 heures de plus ou bien plus que ça. J'imagine, oui. Voilà, je pense que Ouais. Didier, on va arriver à la fin de notre temps. Quand même, j'aimerais, moi, juste dire autre chose et En nous effet, poser une attends, question mais à la dernière. en- Didier, donne-moi juste attends, 30 secondes, ça va être très court. ouais, Qu'on reste en 30. contact, qu'on reste en contact et que Ouais. on partage nos ressources, c'est-à-dire qu'on dise voilà, qu'est-ce que chacun d'entre nous là est susceptible d'apporter. Est-ce que quelqu'un est capable d'apporter de la programmation? On peut programmer une IA si si on le met en contact avec un labo demain, dans un mois, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un sait quel type de matériel utiliser, quelle bécane faire tourner, combien ça coûte, etc. Voilà, ce genre de choses, je pense qu'il faut continuer à en discuter. Merci. OK. OK. Et donc maintenant, je vais donner la parole à, vous remarquerez qu'il y a une seule femme ici qui travaille pour Reels, qui n'est pas directement spécialisée pour ces questions, mais donc c'est souvent intéressant d'avoir un regard un petit peu extérieur. Et donc Ninon, as-tu quelque chose qui t'a frappé durant cette heure 40 d'intervention directe? Nous t'écoutons. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend Oui. parfaitement. Ok, bah oui, c'est un sujet enfin, je suis pas du tout spécialisée dans l'intelligence artificielle, etc. Moi, j'ai vu une différence énorme dans mon travail en tant que biologiste, notamment grâce à ChatGPT pour coder dans RStudio et analyser des données biologiques. Donc ça, c'est mon expérience qui est évidemment positive. Ce qui m'a frappé dans cette réunion, c'est que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, et pour moi, par exemple, qui m'intéresse pas, enfin, si, qui m'intéresse, mais qui n'y connaît pas grand-chose à l'intelligence artificielle, on se rend compte des nombreux risques. Moi, par exemple, je pensais à un risque tout bête qui est, par exemple, le biais d'algorithme dans l'analyse des données, mais finalement, c'est vrai qu'il y a énormément de risques, et c'est bien d'en être conscient et d'essayer de réfléchir à potentiellement des solutions, ou au moins d'essayer de réduire ces risques, quoi. Donc, c'était très intéressant pour moi d'être face à ça. Mhm. Didier, je pense que ton micro est coupé. Oui, en effet. Merci, merci Ninon pour cette piqûre de rappel sur le fait que ChatGPT permet déjà des choses et pour cette intervention par rapport aux risques dont nous sommes, je pense, tous conscients, mais certains avec des degrés extrêmement différents par rapport au pourcentage, je dirais, de chance de malchance que ça se termine très mal. Et donc là maintenant, je vais proposer seulement à ceux qui le souhaitent, et particulièrement Siba et Preston si vous le souhaitez, une petite phrase de conclusion. Je vais déjà faire la mienne, juste pour dire que, donc, comme a dit Marc, il faudra poursuivre, il y aura
une conférence plus large, j'espère, vers novembre-décembre, avec en anglais et idéalement avec des gens, notamment de l'Union européenne. Et, et puis, oui, donc les échanges se poursuivront par mail et d'autres manières. Voilà. Qui souhaite encore donner une petite phrase ou l'autre? Non, pour revenir vers ce que Personne. Marc disait. Vas-y, Vincent. Non, dans ce cas, justement, Oui. je revenais vers ce que Marc disait, donc je laisse Marc parler. Non, non, ce que je voulais dire était complètement technique. Est-ce qu'on peut sauvegarder le chat? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de liens intéressants. C'est tout pour moi. Oui, oui, oui. Oui, normalement, je l'ai copié-collé. Oui, oui, donc voilà. Ça sera distribué. C'était tout pour moi, Vincent. Vas-y. Voilà. Ok, non, simplement pour revenir, mais Eh bien, après ça, on pourra vas-y. laisser Fabien parler. Donc, tu disais qu'on pourrait discuter plus, effectivement, peut-être que ce serait pertinent. On verra comment on organise ça, simplement ça. Voilà. Voilà. Et donc, la phrase de conclusion est pour Fabien. Je ne te mets pas du tout la pression. Non, mais je ne prends pas la pression, il n'y a pas de souci. Je vais rebondir un tout petit peu et je vais euh, essayer d'étendre un petit peu ce que disait Ninon. Je suggère même de ne pas, donc d'être conscient des bénéfices déjà à l'heure actuelle dans le monde de la recherche et ailleurs, de ne pas oublier. Alors, je critique beaucoup le buzz, mais une fois de plus, il y a du concret derrière qu'on peut utiliser au quotidien. Donc clairement, ne pas l'ignorer. Mais je suggère aussi de ne pas ignorer le buzz, évidemment, et de faire très attention à un côté, on va dire, presque de chercher un Dieu qui n'existe pas. Et d'imaginer un Dieu dans une machine qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a une fois de plus, pour répondre aussi à Marc, on a des chercheurs en intelligence artificielle dans tous les pays du monde quasiment, en France où j'ai étudié, en Belgique où je suis maintenant, aux États-Unis, en Suisse, etc., partout, qui au quotidien prennent des machines, les installent, font tourner du logiciel informatique dessus, qui traite des données avec des bases de données, qui essayent d'être anonymisées pour respecter toutes ces questions de vie privée. Donc c'est extrêmement pragmatique. Donc je pense qu'on a énormément de potentiel à explorer et en arrivant à faire ce petit zigzag entre éviter une certaine idéalisation, rester pragmatique sur l'ensemble du possible, les conséquences aussi, que ce soit écologique ou vie privée, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses extrêmement excitantes aussi à construire et qui peut être vraiment productif si on fait ça de façon correcte. Eh bien, je te remercie, Fabien, pour ces mots de conclusion. Et maintenant, je coupe l'enregistrement.